Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue et merci d'être là pour ce talk. Je vais me présenter, je suis Vincent Huchling, je suis le fondateur d'une petite boîte qui s'appelle Affinitech. On intervient chez nos clients pour construire des plateformes data. Et ces derniers temps, on a de plus en plus utilisé AK pour travailler autour du traitement de la data et de traitement de stream de data avec nos clients. Et je vais vous parler, je vais vous raconter un petit peu comment on y est venu et qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et avec quelques exemples de code, bien évidemment. Nous, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on aide nos clients à construire leur plateforme data. On est une équipe d'ingénieurs et de data scientists, mais surtout, on a essayé de conserver un hacker mindset. Et donc, vous voyez, en termes de stack, sur tout ce qu'on utilise, même si on utilise beaucoup de clouds qui ont leurs outils propres pour faire ce genre de traitement, de manière sous-jacente. On utilise évidemment beaucoup de Spark qui est au centre de tout ça. Et les autres suspects habituels, Hadoop, Cassandra, Kafka. Et en termes de langage, on fait du Python très souvent, mais on fait aussi évidemment du Scala. D'ailleurs, ici dans la salle, qui connaît Spark? Qui a déjà utilisé Spark? Levez la main, ça vous donne une idée. Qui a déjà utilisé d'autres outils de l'écosystème Hadoop, Storm et autres? Ok. Et qui développe en Scala? D'accord, super. Et dernière question, qui a déjà fait du AK dans ceux qui ont fait du Scala? Bon, c'est pas mal. Et évidemment, comme vous le voyez, s'il y en a qui sont intéressés pour aller venir s'amuser avec toutes ces technos, venez me voir, je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Les streams, aujourd'hui, ça recouvre plein de choses. Les streams, on pense tout de suite, quand on imagine les streams, que c'est de la donnée qui arrive en flow, mais finalement, on se rend compte que ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être de passer du batch à du micro-batch, ça peut être il y a plein de déclinaisons qui arrivent derrière, et finalement, quand on regarde, c'est qu'aujourd'hui, pratiquement tout ce qu'on faisait en batch hier peut être fait en ayant une approche stream. Notamment, l'histoire, c'est le principal use case qu'on a quand on parle de streaming, c'est absorber un flux d'IoT et réagir dessus en temps réel. De plus en plus, maintenant, on a des clients qui nous demandent collectez-moi la donnée et au fur et à mesure qu'elle passe entre vos mains, qualifiez-la, faites quelque chose dessus. Et ça peut être des use cases qui peuvent très rapidement devenir très complexes à traiter. On a des clients qui nous donnent aussi des problématiques de temps réel, c'est-à-dire quand une donnée est reçue, on ne peut pas se permettre de faire un batch qui soit très long et il faut avoir une latence très très faible. Je pense par exemple à ce qui se passe dans du RTB, où on a des clients qui sont dans la pub en ligne et in fine, il faut recevoir la data et il faut en quelques millisecondes derrière avoir transformé cette data pour pouvoir retourner un résultat. Il y a, comme je le disais, cette histoire de micro-batching, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un gros batch quotidien, finalement, si on collecte la data toutes les minutes, par exemple, avec des appels d'API, et qu'on traite cette data, finalement, on se retrouve avec des très petites séries d'opérations à traiter, et pas forcément des trucs très importants. Et puis, on a le dernier cas qui, lui, peut, à brûle pour point, on se dirait, c'est pas du tout un stream. C'est quand on a des requêtes qui nécessitent un nombre de requêtes imbriquées totalement délirant, là on se retrouve avec finalement à devoir gérer un flot d'interrogations sur une base de données, et ça c'est quelque chose finalement dont on se rend compte que la manière de le traiter va vite se rapprocher de ce qu'on peut faire pour traiter des vrais streams. Les solutions habituelles avec lesquelles on pense à faire ça, c'est typiquement Spark Streaming, hein, la première à laquelle nous on a imaginé. Vous avez vu, on a travaillé beaucoup avec Spark, donc dès lors qu'on a commencé à nous poser des questions autour du streaming, on s'est dit allez hop, c'est parti, Spark Streaming. On a aussi regardé évidemment Flink, qui même si c'est même presque pire que Spark, c'est-à-dire que là le taux d'adoption autour de Flink il devient de plus en plus important. Et puis après, il y a venant du monde Hadoop, évidemment, on se serait posé la question de dire, ouais, si on faisait tout dans Storm, là aussi, on aurait pu s'imaginer ça. Et puis dernièrement, pour complexifier encore un peu le débat, il y a la star montante du moment qui est Kafka, que tout le monde commence à adopter de plus en plus massivement, qui a sorti sa propre déclinaison de Concurrent, a annoncé leur propre déclinaison de traitement de stream. Donc finalement, les choses deviennent vraiment compliquées par rapport à ça.
Et nous, ce qu'on a pu constater de tout ça, c'est que au final, même des choses qui étaient très simples à faire avec ces outils, en termes de code, c'est super intéressant parce que partout, surtout dans Spark Streaming et dans Flink, on va trouver des DSL à très haut niveau qui permettent de matérialiser les transformations qu'on veut faire sur les streams. Mais la stack d'infrastructure à faire tourner, pour faire tourner un simple traitement de stream, elle est complètement délirante. Si on regarde par exemple dans Spark Streaming, le code il est assez simple finalement parce qu'on va indiquer qu'elle a... Alors, Spark Streaming c'est pas vraiment du streaming au sens où Storm le fait, de faire des choses en temps réel, traitement vraiment avec une granularité super faible. Avec Spark Streaming on parle déjà presque de micro-batch, c'est-à-dire que là on va se définir à 2000 millisecondes, toutes les 2 secondes on relance un nouveau batch qui va traiter le dernier flot de données qui a pu être accumulé. Et donc in fine, mais là on voit c'est assez simple en termes de code, là on est juste en train de faire un comptage d'un nombre d'événements qui sont arrivés sur un sync, sur un canal Flume. Bon, et donc le code est super simple, mais néanmoins ça, si vous voulez le rendre résilient, c'est-à-dire capable de résister à une exception, si vous voulez commencer à maintenir toute la stack sous-jacente pour faire tourner ça, ça nécessite un vrai boulot d'opération, ça nécessite que vous ayez un cluster, vous fassiez tourner un cluster Spark, alors vous allez pouvoir faire plein de choses différentes sur ce cluster, c'est évident, mais au final, si vous avez juste un traitement d'événements à faire, si vous avez juste à faire du complex event processing ou quelque chose comme ça là-dessus, ça va être une usine à gaz pour faire finalement peu de choses. Et puis en termes de consommation de ressources, la consommation inhérente au cluster Spark, elle est quand même assez importante. Et donc on s'est rendu compte que finalement c'était des solutions qui pouvaient être séduisantes mais qui ne suffisaient pas. Assez classiquement, ce qu'on fait, les plateformes data qu'on déploie, c'est ça, c'est qu'on a des fichiers batch qu'on ingère dedans. Là j'ai mis du Cassandra au milieu, mais très souvent on a aussi des clients chez qui c'est des clusters Hadoop ou d'autres bases de données, peu importe. Et puis en bas on a un traitement de stream en temps réel dans lequel on fait de l'event processing, c'est-à-dire où les événements vont circuler très très vite dedans pour lever des seuils d'alerte ou pour faire de la qualification d'audience en temps réel. Et puis au-dessus, tout en haut, on fait de l'analytique en semi-batch avec du Spark. Bon. Et à droite, ce qu'on a, c'est qu'on a des appels autour d'interfaces REST qu'on monte et qui, eux, vont aller faire des requêtes ou faire pour une interrogation un nombre de requêtes très important dans la base Cassandra. On a par exemple des clients chez qui, à chaque interrogation, on va faire, je ne sais plus, 50 ou 100 requêtes différentes dans la base pour pouvoir obtenir des résultats, pouvoir les valider. Enfin, plein de choses vraiment qui sont des enchaînements très très compliqués de petites tâches unitaires. Et donc au final, si on regarde pour faire ça, on pourrait avoir plein de technologies différentes. Et quand on a commencé à regarder un petit peu AK, on s'est rendu compte que finalement, pour insérer les batch files dans le cluster, ça répondait plutôt bien, puisque ça permettait de lire un fichier et de le processer avec une somme de petites opérations unitaires qu'on va mettre dedans. Évidemment, à chaque fois qu'un événement de stream est reçu, par exemple dans un Kafka, le faire lire ce Kafka, ce qu'il y a dans ce Kafka avec un système d'acteurs AK, ça marche super bien aussi. Puis pour l'event processing, ça marche très bien. Et pour les REST services à droite, AK offrant un subset de fonctions qui sont les fonctions HTTP ce qui auparavant s'appelait Spray, permet de construire des web services qui vont facilement pouvoir publier la donnée qui va être à l'intérieur et de pouvoir avoir un processing derrière chaque requête qui soit assez important. Donc finalement, c'est une solution assez intéressante. Si on résume les contraintes qu'on a relevées par rapport à tout ça, ce qu'on veut faire, c'est comment pouvoir diviser en très petites unités de traitement qui soient réutilisables, qui soient assez facilement recomposables des choses. Donc c'est de dire, voilà, on a plein de petits blocs de code qui font des choses très très simples. Éviter des traitements bloquants parce qu'on est dans des choses qui sont nécessairement très vite IO bound, donc on peut avoir des vrais problèmes par rapport à ça. Comment être super économe en termes de ressources pour pouvoir scaler très facilement. Et ça, c'est typiquement avec les acteurs AK, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte, c'est qu'entre des solutions de cluster toutes définies, qui utilisent déjà elles-mêmes AK, parce que si on regarde Spark, ce n'est qu'un ensemble, les workers Spark sont des acteurs AK, chacun, le master est un système, c'est un système distribué d'acteurs AK, donc fondamentalement, mais si on se débarrasse de toute cette usine à gaz, finalement, on peut avoir des gains en termes de performance qui sont dramatiques, et in fine, se retrouver dans des solutions où sur une JVM, on fait la même chose que ce qu'on faisait avec un cluster complet, quoi. Donc en termes de ressources, c'est super intéressant. Et puis aussi, il y a l'aspect résilience, c'est-à-dire qu'on peut développer parfois du code
dans des frameworks qui existent, mais s'il y a une exception, ben, il faut la gérer, c'est compliqué, et donc enfin, le côté assez séduisant de Akka pour gérer les exceptions est quand même assez intéressant par rapport à ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on balaye maintenant ce qu'on fait avec Akka en quelques minutes. Même s'il y en a pas mal d'entre vous qui ont déjà un peu regardé, on va repasser par quelques basiques au début. Le système le plus simple, et ce qu'il faut vous dire, c'est que quelle que soit la complexité de traitement que vous allez faire, finalement, ça ne sera jamais beaucoup plus compliqué que ça à coder en termes de code minimal que vous aurez dans votre système d'acteurs Akka. In fine, bon, après il y a les histoires de résilience où ça va se compliquer un petit peu si vous voulez gérer les exceptions. S'il va y avoir les systèmes de... quand vous allez mettre ça en réseau pour faire du distribué, évidemment ça va complexifier un peu les choses, mais finalement, quand vous avez passé le stade de ça, vous avez déjà la majorité des choses. C'est-à-dire que typiquement, vous définissez des messages, et ces messages, vous les passez d'un acteur à l'autre. Et donc l'acteur que vous avez défini, quand il reçoit un message, eh ben, il réagit en conséquence. Et donc une fois que vous avez ça, finalement, derrière, ben, vous avez quelque chose qui fait qu'un acteur et un autre acteur peuvent se passer des messages. Typiquement, quand je vous parlais de résilience tout à l'heure, ben, c'est là où ça se complique un petit peu. Les acteurs Akka, ça va être une hiérarchie où vous avez le système Akka, l'acteur système que vous créez tout en haut, et ensuite vous avez une descendance où tous les acteurs peuvent se créer des enfants et passer du traitement d'un acteur à ses enfants. Et vous pouvez définir pour un acteur dans quelle mesure ces enfants vont réagir à des exceptions. Et donc ça veut dire que là, à ce moment-là, votre code il est quasiment auto-immune, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a une exception, ou vous continuez comme s'il ne s'était rien passé, ou vous resettez complètement l'acteur pour le refaire partir à zéro, ou vous escaladez même l'exception pour la remonter au niveau parent, pour par exemple détruire tout un système d'acteurs qui aurait une corruption sur un des acteurs par rapport à quelque chose qui se serait passé. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Alors il y a un point qui généralement va de pair avec ça, qui est la persistance, c'est-à-dire que les acteurs peuvent être persistés sur le disque ou dans une base de données. On ne va pas le voir aujourd'hui parce qu'on a tellement de trucs en une demi-heure à faire passer, donc c'est un peu, il a fallu faire des choix, mais vous avez vraiment quelque chose qui, in fine, vous définissez vos acteurs et la manière dans laquelle ils doivent travailler, et puis après ça tourne tout seul, ça redémarre quand vous avez envie, quoi. Et puis, alors les acteurs, c'est un peu fire and forget, comme vous avez vu. Ici en bas, le fait d'envoyer quelque chose à l'acteur, c'était quelque chose qui se faisait avec un point d'exclamation, c'est ce qu'on appelle le pattern tell, c'est-à-dire que vous envoyez un message, qui est la case class qu'on avait définie juste avant, ici en haut, là. Vous envoyez un message qui est cette case class, et puis l'acteur il reçoit, et puis il bosse, et puis vous ne savez pas quand est-ce qu'il va se passer avec ça, quoi. Donc il y a un deuxième pattern qui s'appelle le pattern ask, qui lui permet de dire, on interroge un acteur, alors c'est pas du synchrone, mais on met ça dans une future pour rester asynchrone, et donc derrière ça, ce qui va se passer, c'est que l'on va récupérer la future, et derrière, quand cette future arrive, on peut faire les choses. Alors il y a une autre façon de faire qui permet de rester dans du pattern tel, c'est que votre acteur, il fait remonter sa réponse, il renvoie un nouvel objet à son sender. Donc vous n'êtes pas obligé de gérer la future, mais vous avez la réponse qui remonte au sender, ou alors vous mettez un acteur dans votre système qui est collecteur de on le verra dans un des exemples de code que je vous montrerai après, qui est collecteur de tout ce que les autres acteurs ont pu faire pour pouvoir retourner le résultat, par exemple, quand on fait des traitements qui vont enchaîner pas mal de choses. Évidemment, là où ça devient intéressant, c'est pas de faire des acteurs monumentaux qui font plein de choses, c'est de faire plein de petits acteurs qui vont faire, on a vu des gains de performance très importants pour faire plein de petits acteurs qui vont faire des petites tâches unitaires. Pourquoi ça marche mieux? C'est parce que vos acteurs, quand ils vont avoir fait quelque chose, après ils vont se mettre en pause et puis ils vont laisser la ressource pour les autres acteurs. Donc le niveau de performance global de votre système d'acteurs va commencer à s'augmenter. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde très rapidement. Si je retrouve, on va aller directement. Ça ne va pas aller si je fais ça. On va rapidement regarder celle-là. Ici, on va passer la première. Donc, d'un point de vue build, c'est super simple. Vous avez la librairie Reactor, vous la mettez dedans et puis c'est tout bon. Ici, on a un acteur finalement qui a un message, qui a un deuxième message qui est la réponse qui est retournée. Et au fur et à mesure, ces acteurs, il y a un premier acteur dans lequel on définit le next stage, c'est-à-dire qu'on dit
on définit un second acteur dans ce premier acteur. Et quand le premier acteur a fait son boulot, qui est assez simple, qui est ici d'embêter le truc, et ici, histoire que ce soit un peu plus marrant, que les acteurs ne terminent pas tous au même rythme, on a mis un délai, qui est un délai variable avec un random. Et donc le second acteur, il récupère le boulot, il fait à son tour, il imprime le résultat. Et donc ici, on va balancer 200 messages dans ce premier acteur, et puis dans le premier acteur, on va voir ce que ça donne. Donc, vous allez voir, si on fait un sbt run, tac. Allez. Donc, vous voyez ici, in fine, on a l'ensemble des acteurs et vous voyez le rythme se fait pas toujours au même rythme, c'est-à-dire que fondamentalement ici le second acteur il reçoit un message et puis après vous en avez 2 ici, vous en avez 3. C'est vraiment au niveau de, à chaque fois que des ressources se libèrent, il y a un acteur qui prend les ressources pour faire quelque chose dedans. Donc c'est vraiment là aussi vous voyez que on est dans cette logique de non bloquant et de quand le message arrive dans les seconds acteurs, ils vont pouvoir recevoir quelque chose. On verra tout à l'heure que parfois même les résultats n'arrivent pas dans l'ordre dans lequel ils ont été émis. C'est-à-dire que vous allez avoir des choses qui vont être produites dans des ordres très différents. Alors, c'est souvent assez... bon, déjà, on a fait ça, ouais, c'est bon. Ok. On a parfois la logique de dire, bon ben voilà, j'ai un traitement, mais si je le fais passer que dans un seul acteur, ce traitement, finalement, je ne vais pas pouvoir répondre à toute la charge que j'ai à faire. Donc au final, on va se dire, ben, le même acteur qui fait un traitement X, on va en mettre plusieurs en parallèle. Et pour faire ça, on a dans les acteurs un acteur un peu spécial qui est le routeur, qui peut être avec plein de stratégies de routage, qui peut être des routages en fonction de la charge de ceux. Là, on va voir le plus simple des routeurs, qui est le routeur de round robin. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va envoyer un flux vers notre routeur, et ce routeur envoie vers X acteurs différents. En fonction selon un round robin, il va envoyer la charge, il va la distribuer sur tous les acteurs. Et donc à ce moment-là, vous allez avoir du parallélisme qui va s'installer dans les traitements que vous allez faire. Alors la façon de faire, elle est super simple. Hein. On est exactement dans la même logique que ce qu'on a vu juste avant, sauf que là, on va créer un vecteur avec 5 acteurs dedans. Et ce vecteur, on le passe au routeur. Et le routeur, ensuite, quand vous lui envoyez un message à ce routeur, il n'en fait rien de ce message, il le passe à un de ses acteurs sous-jacents. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez quelque chose qui commence à être capable d'être distribué et de pouvoir répondre de manière multithreadée. Alors, très souvent, ce qu'il faut, c'est que, par contre, le problématique quand on commence à router les choses comme ça, c'est qu'il faut récupérer le résultat. Donc, l'un des patterns principaux pour faire ça, c'est de se dire, ben, à la fin, on envoie ça dans un acteur du système qui a pour charge de collecter. Alors, le gros avantage de faire ça, on pourrait se dire, ben, finalement, s'il faut, par exemple, sérialiser des choses dans une base de données, on pourrait le faire dans l'acteur 2, mais vous risquez de vous retrouver avec des concurrences d'accès simultanées sur la base de données et de se retrouver avec des I/O qui vont être un peu compliqués. Donc à la rigueur, il vaut mieux envoyer ces messages vers un unique acteur qui lui va faire de manière totalement séquentielle les insertions dans la base de données derrière à la sortie. Voire même être capable de collecter des résultats et puis d'insérer en bulk ou des choses comme ça dans la base de données. Alors, pour le code, c'est pas beaucoup plus compliqué que ce que vous avez vu. Ça n'a pas changé d'un point de vue build. Et ouais, le code, c'est celui que vous avez vu dans la... Donc si je fais cd. Et vous allez voir là que finalement, le fait que l'on ait un collecteur avec... réduire un tout petit peu pour que ce soit lisible. Vous voyez toujours bien ou pas ? Et donc vous voyez ici par exemple que on a donc le message qui est reçu par l'acteur dans la hiérarchie. Ici on voit c'est le hello system, notre truc, et on a dans la branche de la hiérarchie /user, on a un acteur qui s'appelle collector ici.
Et on voit qu'ici, il reçoit, et vous voyez que là, par exemple, il a reçu le message qui avait été le 179e message qui avait été mis dans le système d'acteurs, et que pour le coup ici, ben, il va recevoir le 200e qui était le dernier, et puis il en reçoit d'autres qui avaient été émis avant dans le système d'acteurs. Donc il y a vraiment cet asynchronisme qui s'installe, donc ce qui veut dire que vous allez recevoir vos réponses pas forcément dans le même ordre que ce que vous aviez mis. Donc ça c'est quand même un point sur lequel si vous voulez être vraiment asynchrone, vous risquez d'avoir des difficultés à la fin. Mais au moins ça démontre qu'il n'y a pas de temps perdu, c'est-à-dire que dans la chaîne d'exécution d'un message et de traitement d'un message de toute la chaîne, vous n'avez pas de temps d'attente pour être synchrone entre tous les fils d'exécution qui peuvent être lancés. Alors, là, tout ce qu'on a vu pour l'instant tourne sur un seul host. Et donc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut distribuer ça sur plusieurs hosts. C'est-à-dire que notre acteur système qu'on utilise tout en haut, finalement, il peut être réparti sur plusieurs hosts. Et c'est pas très compliqué parce qu'au final, si vous voulez faire que vous ayez deux JVM distribués sur deux machines, sur la même machine, voire sur deux machines, qui tournent ensemble et qui se distribuent et qui sont capables de faire qu'un acteur envoie un message sur un autre acteur qui est dans la deuxième JVM, finalement il suffit d'insérer dans l'application.conf ça où vous dites ben voilà, finalement mon provider, mon actor ref provider, c'est-à-dire ce avec quoi je crée un nouvel acteur, c'est le remote actor ref provider et c'est sur tel IP avec tel port pour pouvoir définir le code. Et puis voilà, à partir de là, vous avez la possibilité de faire vos exécutions d'acteurs vraiment à cheval sur les deux machines. C'est-à-dire que là, vous avez un remote actor qui va être créé, qui va s'appeler remote system. Et puis en bas, quand vous voulez appeler depuis l'autre JVM votre acteur distant, et bien ce qui va se passer, c'est que vous allez appeler sur remote system l'adresse IP et le port sur lequel ce système à distance écoute. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez passer des messages à l'autre JVM sans aucun souci. Donc, ce qui veut dire que passer un code mono-host et le scaler sur plusieurs machines, finalement, c'est pas très compliqué, quoi. Et il y a un autre pattern que nous, on utilise beaucoup, c'est le pattern PubSub. Alors, il y en a qui ont déjà fait du Kafka, qui connaissent un peu le principe du PubSub ici. Ouais. PubSub, c'est assez simple, c'est que vous avez un message, au lieu qu'il soit traité une fois par un acteur, vous pouvez faire quelque chose qui fasse que ce message, il y ait 1, 2, 10, 50 acteurs différents qui le traitent. Et nous, fondamentalement, ce qu'on fait avec ça, c'est de se dire, ben, finalement, on a une série de règles qui sont encapsulées dans chacun des acteurs, et quand un message passe dans le PubSub, dans le topic du PubSub, eh ben, on processe n fois ce message, on le teste versus tous les acteurs, et donc ça nous permet de monter des flags, de lancer des alertes ou des choses comme ça par rapport à tout ça. Et donc, par contre, à la différence de plein de systèmes de PubSub qu'on a pu voir, qui sont des choses à base de queue et ainsi de suite, celui-là, il est super simple et AK encapsule énormément de choses, puisque ben, finalement, si on veut faire ça, par exemple, donc là, on a un truc, l'exemple de code que je vais vous montrer après, c'est un truc qui fait un feed, qui insère dans un topic plein de messages, et derrière, on a un acteur qui fait la somme continue de tous les messages qu'il a vus, de tous les nombres qui sont passés dedans. Il y en a un deuxième qui fait la moyenne, et puis il y en a un dernier qui va imprimer le résultat de tout ça. Donc quand on regarde ça, finalement pour faire ça, bah, c'est quelques lignes, hein, qu'il faut ajouter par rapport à ce que vous savez déjà faire avec les acteurs. Là. Il faut déclarer votre PubSub pour pouvoir écrire dedans. Donc il y a distributed PubSub, parce que là aussi, cette histoire de PubSub, elle est d'entrée prévue pour fonctionner en réseau. Vous allez faire un feed et puis vous faites un publish dans votre topic, vous faites un publish du message en question. Et une fois que ce message il est dedans, derrière, vous pouvez créer donc des médiators qui vont souscrire à ce feed en question. Et donc à chaque fois qu'un message va passer et qu'un acteur qui est abonné à ce feed en question, ce qui va se passer, c'est que ça va être directement envoyé dans le resave de l'acteur en question. Et donc, votre code, il est aussi simple que si vous aviez vous-même déclaré le fait d'envoyer le message dans tous les acteurs qui sont abonnés, un par un. Et donc, si je vous montre ça, il faut qu'on fasse un peu vite là, parce qu'on est un peu stretch. Alors...
Pour le PubSub, je crois bien qu'il faut quand même ajouter quelques petits trucs. Un truc c'est AK Cluster, donc qu'on retrouvait déjà dans le remoting juste avant, et puis il faut mettre les AK Cluster Tools, ça fait partie des AK Cluster Tools pour pouvoir avoir accès à tout ça. Et donc dans notre PubSub, on a fait assez simple, c'est que bon, on a finalement là j'ai fait trois systèmes, donc ils pourraient être distribués sur 3 machines différentes. Hein. Mais donc j'ai fait 3 systèmes et chacun de ces systèmes joint un cluster ici avec une adresse, une join adresse. Et par exemple dans le système 1, il n'a comme vocation juste d'envoyer des nombres dans le tuyau. Le système 2, lui, il va faire tourner l'acteur qui fait la somme, l'acteur qui fait la moyenne. Et le système 3, lui, il imprime dans la console. Et donc derrière, ce qui va se passer, c'est que on va avoir, si je regarde le sum actor, par exemple ici, ben, ce sum actor, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il republie dans le résultat qu'il a eu, il le republie à l'intérieur du feed. Et donc si on regarde pour faire tourner ça, donc là on a tout le code qui est fourni par vous, par AK pour avoir l'ensemble des acknowledgements entre les nœuds. Et donc là, toutes les secondes, il y a un nouveau nombre qui tombe dans le PubSub. Et au fur et à mesure, on va calculer le total courant, l'average current, la moyenne depuis le début du feed qui a été reçu. Et donc si vous avez par exemple une moyenne glissante ou à faire des choses de ce type-là là-dessus, c'est super facile, quoi. C'est-à-dire que vous faites, pour vous faire une moyenne glissante sur les n derniers événements et des choses comme ça, ça devient vraiment très très simple, quoi. Bon, on va couper ça. Et je vais en terminer avec quand même, AK, c'est pas seulement que les acteurs, AK arrive quand même avec quelque chose qui s'appelle les AK Streams, qui sont un DSL finalement qui va permettre de faire des choses très très proches de ce qu'on aurait pu faire avec Scalding ou avec des choses comme ça, ou voire même avec ce que vous avez dans Spark pour pouvoir faire un DSL de group by et des choses comme ça. Ça donne un code qui ressemble à ça, où vous définissez une source qui peut être un itérateur que vous récupérez, qui va vous envoyer dans le feed un certain nombre de données, et puis derrière vous faites quelque chose qui va vous faire qui va vous faire une opération, c'est ce qu'on a ici, ce normalize, et puis on a dans la output, on écrit quelque chose, et donc derrière vous exécutez, ça veut dire que la fonction de transformation que vous avez, vous pouvez la recycler, vous pouvez la réutiliser, vous pouvez définir des choses comme ça, et c'est quelque chose qui est à l'intérieur d'un acteur système, c'est-à-dire qu'il faut définir en implicite l'acteur système là-haut, et ce qui s'appelle le flow materializer. Le flow materializer, c'est quelque chose qui va être capable de dire, bon ben, ce code que tu as là, moi je vais en faire le nombre d'acteurs qu'il faut en dessous pour le faire tourner. C'est-à-dire qu'automatiquement AK va récupérer ce code à très haut niveau et va en faire le jeu d'acteurs qui sont sous-jacents. Bon, c'est un peu plus difficile quand même de faire des choses, c'est un peu plus là où AK était super simple. Là, ça devient un peu plus compliqué quand même comme code pour si on veut sortir des sentiers battus, sortir des primitives qui sont fournies d'entrée par le toolkit. Hein. Donc c'est pour ça que je l'ai vraiment mis en dernier. Et sinon, il y a la possibilité aussi de faire un peu ce qu'on faisait avec le routeur et avec le PubSub, c'est-à-dire de dire à un moment donné, fais-moi un graphe qui ressemble à ça, et donc le DSL remonte à assez haut niveau et est capable de faire un graphe de transformation les unes derrière les autres, et avec des divergences et des merges pour pouvoir tout remettre ensemble, quoi. Donc bon, ça c'est un peu plus récent que le reste, là, les AK Stream, mais c'est quelque chose qui, à mon sens, peut remplacer des choses que l'on aurait fait avec Scalding dans le monde Hadoop ou qu'on ferait avec Spark, quoi. Et bien voilà, maintenant vous avez toutes les pièces du puzzle, à vous de jouer puis d'assembler tout ça pour traiter vos streams, quoi. Merci. Allez-y. Ça s'intègre avec des librairies de machine learning comme Spark, etc. ou
C'est à Ben, faire à la main. alors le problème, c'est l'intégrer avec les librairies type machine learning Spark, c'est qu'elles ont besoin du noyau Spark pour tourner. C'est-à-dire que, mais à un moment donné, à partir du moment où, par exemple, on peut définir une application Spark qui intègre son propre système d'acteurs et qui soit branché sur le noyau d'exécution Spark. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut dire qu'on a plein d'acteurs différents qui sont autour et qui vont tourner à l'intérieur du noyau Spark pour exécuter les transformations. Par exemple, si on regarde, je ne sais pas si vous avez vu le projet Spark Notebook, qui est un notebook fait spécifiquement pour Spark par Andy Petrella, je crois, qui fait un talk vendredi après-midi. Lui, il utilise beaucoup d'acteurs à l'intérieur de son serveur Spark Notebook, et ces acteurs communiquent avec le système d'acteurs de Spark pour pouvoir exécuter des datas. Maintenant, faire un système indépendant qui reprenne des choses qui sont dans Spark MLlib pour les utiliser, je ne pense pas que ça fonctionne. Je m'y risquerai pas. Merci.